merci pour cette opportunité de parler à la Patrie News sur les relations entre nos deux pays qui, comme vous l'avez déjà dit, ça vient de très loin, très loin. Et je ne parle pas seulement à partir du moment où l'Algérie est devenue indépendante, mais bien sûr, avant, on a suivi à Cuba toute la lutte du peuple algérien contre le colonialisme français. Et surtout, dans les derniers moments de la lutte, c'est là où Cuba a intervenu directement, d'une façon pas seulement politique, diplomatique et morale, mais aussi du point de vue matériel. On a établi de très bonnes relations entre nos deux pays. Il faut rappeler que c'était même avant la guerre des Sables. Avant la guerre des Sables, il y a une relation historique entre Fidel Castro, Che Guevara, principalement avec les dirigeants de l'époque, Bembela, Ahmed Bembela, et puis surtout avec Boumediene. La relation entre les deux pays, les deux leaders, se sont renforcées pendant tout ce temps-là. Bon, vous avez mentionné la guerre des Sables, c'était un moment historique qui a marqué aussi un point d'endurcissement des relations entre nos deux pays, parce que Cuba est venu à l'appel des autorités algériennes pour aider le peuple algérien pour maintenir et protéger sa souveraineté sur son territoire national. Alors, avec ce background des relations entre nos deux pays, il faut dire qu'aujourd'hui, on est dans la récolte de cette relation historique, surtout parce que nous avons un très bon niveau de coopération bilatérale, qu'on essaye d'augmenter bien sûr, mais qu'aujourd'hui est marqué par la présence en Algérie, surtout dans la région du Sud, les plus nécessitées, les plus dures de vie. C'est là où on a à peu près 900 médecins et infirmières qui sont là depuis des années, depuis mai 1963. À l'époque, plus de la moitié des médecins algériens sont partis après l'indépendance. Et le président Bembela a demandé à notre président, à Cuba, une aide dans le domaine de la santé. C'est comme ça qu'on a envoyé le premier contingent de Cuba qui est parti à prêter son aide internationaliste, c'était l'Algérie. Et depuis, on est là. Et aujourd'hui, on est en train de négocier encore des accords de coopération entre nos deux pays. Et bien sûr, pour nous, pour Cuba, le secteur de la santé, le secteur de la recherche scientifique au niveau de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques, c'est un secteur où nous sommes forts, parce qu'on a beaucoup investi dans ce secteur et nous sommes prêts à faire bénéficier l'Algérie. Bénéficier le peuple algérien de nos acquis dans ce secteur. Vous avez bien mentionné le cas de la Covid-19 qui a créé des difficultés de mort de partout dans le monde. À cause du blocus des États-Unis contre Cuba, du point de vue économique, financier et commercial, il nous a empêché d'un développement économique. Mais depuis le début de la Révolution, nous avons beaucoup investi dans les cerveaux, la formation scientifique. Voilà pourquoi, avec l'arrivée de cette pandémie, et parce que on nous a empêché d'obtenir des vaccins de par le monde, presque tous les vaccins ont été manipulés ou bien contrôlés par les grandes compagnies pharmaceutiques du monde, surtout les États-Unis. Il nous a été empêché de bénéficier de ces vaccins. Alors,
notre communauté scientifique s'est investie et nous avons eu 5 candidats pour des vaccins pour la Covid. Et ce sont des vaccins purement cubains. C'est le résultat d'un investissement qu'on a fait dès le début de la Révolution. Et voilà le résultat qu'aujourd'hui. Il faut rappeler aussi, par exemple, il y a eu, ça fait quelques années, à peu près 10 ans déjà, il y a eu la pandémie de l'Ebola en Afrique de l'Ouest. C'était le Libéria, le Sierra Leone et la Guinée-Conakry qui ont été les plus affectés, les pays les plus affectés. Et l'Organisation mondiale de la santé a demandé une aide internationale pour faire face à cette pandémie. Bon, les Anglais ont envoyé un petit contingent pour aider la Sierra Leone, qui était sa ancienne colonie. La France a envoyé en Guinée-Conakry, qui avait une relation historique aussi, une relation coloniale, métropole coloniale. Ils ont envoyé une petite aide en Guinée-Conakry. Et les États-Unis, qui avaient créé en 1847 l'État de Libéria, ont envoyé 2000 soldats. Ce n'est pas avec des soldats qu'on fait face à une pandémie, une question de santé. Alors, Cuba a envoyé des spécialistes dans tous les 3 pays, d'une façon volontaire. Ils ont combattu la pandémie sans aucun paiement, d'une façon totalement volontaire. Et voilà, c'est ça. Alors, les États-Unis ont lancé une campagne internationale contre Cuba, contre nos médecins, contre nos infirmières, en disant que c'est le produit de l'esclavage, que c'est l'esclavage moderne. Il faut demander aux Africains, aux Latino-Américains pauvres, quand ils reçoivent un médecin cubain qui vient les aider, qui vient les traiter de la façon dont Cuba fait son traitement, il faut demander à ces gens-là, à ces patients, si ce sont des esclaves qui viennent leur traiter ou si ce sont des êtres humains formés dans une université, dans une école unique au monde, parce que nos médecins ne sont pas formés seulement du point de vue professionnel, ils sont formés du point de vue comme êtres humains. Et c'est la qualité principale de nos universités, de nos facultés de médecine. Parce que des médecins, vous en trouverez partout dans le monde. Mais avec une formation humaine, c'est unique à l'université cubaine. Et ce n'est pas seulement des médecins cubains qui se sont formés à Cuba. Nous avons une histoire internationaliste, nous avons formé des milliers d'étudiants d'Afrique, d'Amérique latine, et même des États-Unis, des afro-américains et latinos, qui sont les plus pauvres, le moins de ressources aux États-Unis. Alors on les reçoit, on les a reçus à Cuba, on les a formés à Cuba. Voilà, ce sont des faits que de temps en temps la presse occidentale ne veut pas reconnaître à Cuba. Il n'y a pas un secret. Ce n'est pas un secret. Cuba, depuis 1868, quand on a commencé notre lutte de libération, a toujours été très engagé dans la lutte pour sa souveraineté, pour son indépendance. Et pendant l'époque néocoloniale, entre 1898 et 1959, cette idée, cette décision a été confirmée. C'est à partir de 1959 que nous avons pu mettre en œuvre la pensée de nos anciens leaders, nos anciens combattants. Depuis le début de la Révolution, les États-Unis se sont d'abord surpris que la Révolution ait commencé avec un petit groupe, mais parce que les idées de ce petit contingent de combattants
était le programme de lutte, le programme pour la révolution. Voilà comment le peuple s'est ajouté à cette lutte. C'était la première chose, c'était la surprise. Surtout parce que notre révolution a été faite d'une façon authentique. Nous n'avons pas eu ce qu'on appelle l'aide des pays tiers. C'était une révolution populaire. C'était le paysan, c'était les ouvriers, les étudiants, les intellectuels qui se sont réunis ensemble pour faire face à l'ancien pouvoir néocolonial. Depuis le début, il y a déjà un sous-secrétaire d'État des États-Unis qui disait en 1959 il faut créer la famine, il faut créer le désespoir dans le peuple cubain, puisque le peuple cubain appuie Fidel Castro. Il faut créer des conditions pour que ce soit le peuple qui mette fin à ces pouvoirs. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est une question qui a commencé avec le triomphe de la Révolution. Pourquoi aujourd'hui, en dépit des difficultés économiques, en dépit des souffrances, en dépit des manque d'électricité, manque de produits alimentaires, manque de ressources, pourquoi la population, en dépit de ces sacrifices, continue à appuyer la révolution? Parce qu'il y a une décision souveraine de maintenir nos conquêtes et surtout notre indépendance, notre souveraineté. Quand vous me posez la question de pourquoi cette situation, cette demi-million de personnes en face de l'ambassade américaine, c'est pour confirmer qu'en dépit de toutes ces souffrances, de ces difficultés, le peuple cubain est surtout un peuple anti-impérialiste. Nous n'avons aucun problème avec le peuple américain. Ce sont les administrations américaines qui se sont efforcées pour mettre fin à notre révolution. Et pourquoi les États-Unis sont si persistants dans son intention de faire d'échouer la révolution cubaine? Il y a une seule raison. C'est une question idéologique, c'est une question psychologique. Il se demande comment un petit pays comme Cuba, 11 millions d'habitants aujourd'hui, 10 millions, 11 millions d'habitants aujourd'hui, en face des États-Unis, 140 km de côte américaine, a pu se maintenir debout devant la plus grande puissance de notre histoire. Comment cette grande puissance n'a pas pu mettre au genou le peuple cubain? Sans la communauté socialiste des pays européens. Donc, je crois que c'est un exemple de lutte, c'est un exemple d'effort. Ce n'est pas seulement à cause de notre persistante lutte, c'est aussi à cause de la solidarité internationale envers notre peuple, envers notre pays. Il faut dire que nous avons été solidaires avec le monde, surtout avec l'Amérique latine et l'Afrique. La lutte du peuple cubain contre l'apartheid en Afrique du Sud, avec solidarité avec le peuple d'Angola, de la Namibie, même du peuple sud-africain, c'est historique, c'est reconnu, même par certains dirigeants des États-Unis comme Kissinger, le propre monsieur le président James Carter qui vient de décéder hier. Il a reconnu le travail qui a été fait par le peuple cubain, la solidarité avec le peuple africain. Le système d'apartheid. On dit que ce qui se passe aujourd'hui en Israël, c'est un système d'apartheid. Ce qui se passe en Israël, c'est pire que le système d'apartheid. Le système d'apartheid, c'était un système complètement inhumain. C'était la ségrégation à cause des races, le soi-disant développement séparé des races. Il y avait l'exploitation, il y avait
la misère dans la population noire. Mais ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, c'est encore pire. C'est un apartheid plus. On va y arriver si vous permettez. Je voudrais juste continuer avec votre relation, on va dire problématique, avec les USA. Quel changement pourriez-vous entrevoir ou envisager ou peut-être espérer avec le retour ou l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche? On reviendra, mais quand j'ai parlé de notre aide solidaire aux pays africains, c'était une autre étape de notre cause pour que les États-Unis nous sanctionnent. C'est-à-dire, un petit pays comme Cuba a envoyé une partie de son peuple faire face aux organisations manipulées par les États-Unis, aux organisations manipulées par l'Afrique du Sud, comme l'UNITA ou l'FNLA, qui étaient appuyées par les États-Unis. Comment le peuple cubain a pu combattre et battre ces mouvements qui étaient appuyés politique, financièrement par les États-Unis. C'est un autre exemple de pourquoi les États-Unis ne nous pardonnent pas. Parce qu'on est arrivé en Afrique pour aider le peuple africain à se débarrasser du système colonial, du système d'exploitation. Et voilà, c'est une autre raison pour laquelle les États-Unis Trump, numéro 1, a été très dur contre nous, surtout parce que le petit pas vers la normalisation des relations entre Cuba et les États-Unis pendant l'époque d'Obama ont été reçus d'une façon positive à Cuba. C'est vrai qu'il aurait pu faire plus de ce qu'il a fait, mais ce qu'il a fait a été dans le bon chemin. Le blocus était toujours là, ça ne veut pas dire qu'il a levé le blocus, non, le blocus est là. Mais il a pris quelques mesures pour baisser un peu les tensions entre nos deux pays. Et surtout pour permettre que le peuple américain et le peuple cubain soient un peu plus proches, pour qu'ils se connaissent, qu'ils entretiennent des relations plus normales, comme ça se passe partout dans le monde. Monsieur Biden, qui était le vice-président d'Obama, avait promis pendant sa campagne qu'il allait suivre la politique d'Obama envers Cuba, mais il n'a rien fait. Il a maintenu la même position, la même politique qui était implantée par M. Trump. Et surtout, ce qui nous a beaucoup affecté, c'est que dans les derniers jours, à la Maison-Blanche de M. Trump, il a mis Cuba dans la liste des pays qui appuient le terrorisme, qui est totalement... C'est une politique farcie, c'est une politique qui n'a rien à voir avec la vérité, au contraire. Cuba a été victime de terrorisme, et terrorisme d'État en provenant des États-Unis. Alors, après tout ça, on voit que maintenant M. Trump revient, et pour nous, il n'y a pas de changement. Pour nous, c'est la même chose, c'est une répétition de ce qu'on a déjà vécu. Et on s'attendait à que ça se passe. C'était Kamala Harris, c'était la vice-présidente de Biden. Pendant son époque, pendant l'époque de Kamala Harris avec Biden, elle n'a rien fait non plus contre les sanctions américaines, contre l'endurcissement des sanctions imposées par M. Trump. Donc pour nous, il n'y avait pas de différence. On s'attendait à... On est préparé toujours à continuer notre position. Ça ne veut pas dire qu'on est contre les négociations. On est en faveur, si les Américains, si le nouveau gouvernement Trump est d'accord, on peut négocier sur des bases de principes, sur des bases de respect, de non-ingérence dans les affaires internes, et surtout en garantissant notre indépendance et notre souveraineté et notre décision de choisir le système politique et économique de notre choix. Depuis des années déjà, Cuba a ratifié, a initié des coopérations avec le peuple sahraoui
Cuba continue à appuyer le peuple sahraoui. Pour nous, la solution de la question du Sahara occidental est très claire. Très claire. C'est le droit du peuple sahraoui à choisir son destin, à proclamer son autodétermination, et surtout parce que les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, avec des résolutions de l'Assemblée générale, du comité de décolonisation de l'ONU et le Conseil de sécurité a pris la décision du peuple, le droit du peuple sahraoui à son autodétermination. La résolution du Conseil de sécurité dit ils ont créé la MINURSO. MINURSO, ça veut dire quoi? MINURSO, c'est Mission des Nations Unies pour le référendum du Sahara occidental. Et ça, c'est un accord, c'est une décision du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, c'est l'organe des Nations Unies qui émane, qui émet des résolutions qui sont obligatoires à exécution. Donc il faut que la communauté internationale a pris la décision du Conseil de sécurité dans le cas du Sahara occidental. C'est le référendum et puis la demande, l'enquête à la population de ce qu'ils veulent. Ils veulent quoi? L'indépendance? L'indépendance. Ils veulent quoi? Rester attachés ou être dominés par le Maroc? Bon, c'est une décision du peuple. Pourquoi est-ce qu'une grande partie des puissances occidentales n'appuie pas le droit à l'autodétermination? S'ils croient que ce n'est pas le peuple qui doit décider, pourquoi on les empêche? Parce qu'ils savent que la plupart de la population du Sahara seront avec le Polisario, seront avec la République arabe sahraoui, parce que c'est le Polisario qui a prouvé conduire le peuple sahraoui pour le chemin correct, pour le chemin de l'indépendance et de l'autodétermination. Sa souveraineté, c'est le Polisario qui le garantit. Pour nous, c'est une question de principe. Voyez-vous que même dans les difficultés que nous faisons face aujourd'hui, nous maintenons notre principe d'envoyer des étudiants sahraouis à Cuba. Nous avons formé des milliers des enfants sahraouis à Cuba. Et certains des meilleurs. Et aujourd'hui, ça fait déjà des années, on a une brigade médicale dans les camps des réfugiés à Tindouf, de médecins. On a une brigade de 18 médecins qui sont là-bas pour appuyer la population des réfugiés sahraouis. Et nous avons une brigade d'éducation qui forme les étudiants, sahraouis pour élever leur niveau culturel. Et puis s'ils sont prêts, ils peuvent partir à Cuba pour des bourses complètement gratuites. En dépit de nos difficultés économiques, la Palestine et le Sahara occidental reçoivent des bourses gratuites à Cuba. Nous, depuis très longtemps, Che Guevara est venu ici, dans cette région, dans les années 60. Il est parti à Gaza, à Ramallah, et depuis, il a vu les conditions de vie du peuple palestinien. Il a refusé la présence israélienne dans le territoire palestinien. C'est justement l'amitié entre Fidel et Arafat qui a mis au monde la relation historique qui a toujours existé entre Cuba et la cause palestinienne. En 1973, pendant le sommet, le 6e sommet des pays non alignés qui s'est déroulé ici à Alger, le président Fidel Castro a annoncé que Cuba, ce jour-là, a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec l'Israël en solidarité avec le peuple arabe
mais surtout avec la lutte du peuple palestinien. Et aujourd'hui, nous continuons à dénoncer, à refuser, à condamner le génocide israélien contre le peuple palestinien. Nous disons que la solution de la question, pas seulement en Palestine, mais au Moyen-Orient, c'est le droit du peuple palestinien à avoir son propre État, selon la décision des Nations Unies de 1847, avec des frontières d'avant 1967, le droit des Palestiniens, des réfugiés palestiniens à retourner dans leurs terres, bien sûr le retrait des colonnes israéliennes qui ont occupé les terres palestiniennes, c'est-à-dire le droit des réfugiés à rentrer dans leur pays. C'est une position qui ne changera pas, et surtout parce que l'État palestinien doit avoir comme capitale Jérusalem-l'Est, comme a été toujours établi, et comme c'est le droit du peuple palestinien. En même temps, on condamne aussi la présence israélienne dans les Golan syriens, et surtout aujourd'hui qu'ils ont avancé, ils ont occupé encore des terres dans les Golan qui appartiennent au peuple syrien. Donc la guerre, c'est une guerre impérialiste, appuyée par qui? Appuyée par les États-Unis. C'est pourquoi l'Israël est capable d'attaquer Gaza, d'attaquer Cisjordanie. Ce n'est pas seulement Gaza, c'est toute la Palestine. Si on voit les maps, la carte géographique de la Palestine en 1847, et on la voit aujourd'hui, on voit que c'est l'impérialisme, c'est une façon d'impérialisme qui s'est imposée. Aujourd'hui, l'Israël est capable d'attaquer les Palestiniens, d'attaquer les Libanais, d'attaquer les Syriens, même les Yéménites, les Houthis qui sont un peu plus loin, et surtout contre l'Iran. C'est parce qu'ils bénéficient de l'appui politique, matériel, technologique des États-Unis, et même les services de renseignement de la CIA, ils partagent des informations avec les génocidaires israéliens. Et il faut bien dire qu'il n'y a pas un problème avec l'Israël en tant que pays. C'est la question, c'est le sionisme, c'est l'idéologie du pouvoir israélien, et surtout, M. Netanyahou, c'est plus que fasciste. On se demande comment ça se fait que le peuple juif qui a autant souffert pendant l'époque fasciste de Hitler, comment ils ont pu aller plus loin, au-delà de ce qu'ils ont souffert. C'est incroyable. Aujourd'hui, plus de 45 000 Palestiniens ont été assassinés parce que c'est un génocide par l'Israël, avec l'appui, je répète, avec l'appui des États-Unis et la complicité de l'Europe occidentale. Nous sommes en train de coopérer parfaitement. C'est justement avec une base solidaire qu'on échange des programmes. On est en train de négocier un nouvel accord au niveau de la santé. On a de grandes possibilités au niveau commercial. On est en train de négocier aussi des compagnies mixtes dans le secteur où nous sommes très avancés, comme c'est la question de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques. On a de grandes possibilités encore. Et nous avons un système d'échange, la commission intergouvernementale entre nos deux pays qui se réunit chaque année. Et on évalue les possibilités, le développement et les possibilités d'augmenter notre coopération bilatérale dans tous les domaines.